Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Laurence Robert Dubois. Pardon, excusez-moi. Je travaille à la Mutualité française Occitanie et je suis responsable en prévention et promotion de la santé. Nous avons travaillé en partenariat avec votre mutuelle Unéo pour vous proposer ce webinaire aujourd'hui. Donc votre mutuelle Unéo a choisi de mettre en avant la thématique de la prévention des piqûres de la tique et de la maladie de Lyme parce que avec l'arrivée du printemps, il est essentiel de se sensibiliser à ces risques. Parce que votre engagement est considérable, vous protégez, vous accompagnez à chaque moment de la vie, fait partie de nos combats. Donc, vous trouverez beaucoup d'informations sur le site de votre mutuelle Unéo. Avant de laisser la parole à notre intervenante, le docteur Nathalie Boulanger, je vous rappelle du coup que vos micros sont fermés, que vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat pendant la conférence. Donc, vous cliquez sur la petite icône avec la petite bulle, vous posez vos questions, je les centraliserai et du coup, je serai votre voix auprès du docteur Boulanger. Et donc, du coup, Nathalie, je vous laisse vous présenter et commencer cette conférence. Alors, bonjour à tous. Donc, on va être ensemble une petite heure et un peu plus pour vous familiariser avec les tiques et maladies à tiques. Alors, je vous propose, je vais d'abord partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui, allez-y. Donc, je vous propose de faire l'intervention en trois parties et vous laisser la place après chaque partie pour poser vos questions. Ça donnera de ce fait une dynamique. Donc, trois parties. Je vais d'abord vous parler des ixodes et des pathogènes associés. Vous allez voir pourquoi je mets le pathogène entre guillemets. Ensuite, je vous parlerai des autres tiques, puisqu'en France, on n'a pas que la tique ixodes. Et enfin, on parlera de la prévention. Alors, petite introduction pour vous présenter ce que c'est une tique. Donc, une tique, c'est pas un insecte, hein, c'est par rapport au moustique, qui lui est véritablement un insecte et qui est le vecteur numéro un en santé humaine. Les tiques, ce sont le vecteur numéro un en santé humaine et vétérinaire, et ce sont ce qu'on appelle des acariens. Donc, vous voyez qu'ils ont une forme globuleuse, quatre paires de pattes à la stase nymphale et adulte, et trois paires de pattes à la stase larvaire. Ces tiques sont susceptibles de transmettre, comme vous pouvez le voir, de nombreux micro-organismes potentiellement pathogènes, que ce soit des bactéries, des parasites ou des virus. Alors, dans le monde, vous avez plus de 900 espèces à ce jour de tiques qui ont été identifiées et qui se divisent en deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les tiques molles, dont je ne vous parle absolument pas aujourd'hui, et d'autre part les tiques dures. Et Ixodes appartient à cette famille-là. Et vous avez une autre famille euh, dont je voudrais vous parler aujourd'hui parce que ces tiques ici, Dermacentor, Yaloma et Rhipicephalus, compte tenu des changements climatiques et des changements socio-économiques, sont de plus en plus présentes dans nos environnements. Alors commençons par Ixodes ricinus. Alors la tique Ixodes ricinus, elle est principalement présente, comme vous pouvez le voir ici, dans l'hémisphère nord. Vous en avez aux États-Unis, vous en avez en Europe, mais également en Asie, et elles sont potentiellement vectrices de différents agents infectieux. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous avez ce qu'on appelle différentes stases. Alors, je dis stase et non pas stade, mais vous verrez qu'au cours de l'exposé, à certains moments, je parle de stade, mais peu importe. Vous avez des petites larves ici, des nymphes, et ici une femelle représentée, et bien sûr des mâles. Alors, c'est la plus largement distribuée en Europe et en France, et elle ne se nourrit que de sang. Et ce qui caractérise cette tique, c'est qu'elle va se nourrir sur plus de 300 espèces animales et qu'elle va vivre longtemps, 2 à 3 ans, voire 6 ans. Et en climat continental, elle va observer une hibernation, alors que si vous êtes en climat océanique, elle peut être active toute l'année. Et ce qu'il faut retenir, et on y reviendra au niveau de la prévention, c'est qu'elle est très sensible à la sécheresse. Alors les tiques ne tombent pas des arbres, elles sont dans la végétation, alors pas seulement sur les herbes hautes. Les petites larves se retrouvent plutôt dans la litière des feuilles où les femelles ont pondu. Les nymphes vont monter un petit peu plus haut sur la végétation et les adultes, comme vous pouvez le voir ici à droite, c'est une femelle qui est en face à l'affût, elles vont monter jusqu'à 1 mètre grand maximum.
Je vous présente ici quelques écosystèmes. Alors, c'est vrai que c'est surtout une coupe forestière, hein, ce qu'on appelle dans les forêts mixtes, mais on peut les trouver aussi dans les forêts de conifères et dans les forêts uniquement d'arbres à feuilles caduques. Et donc, on va les retrouver. Actuellement, elles sont en chasse à l'affût sur ce type d'herbe. Et on les trouve de plus en plus présentes, non seulement en zone forestière, mais également en zone urbaine et périurbaine. Alors, comment elle vit une tique? En fait, vous avez une femelle qui, une fois gorgée sur un gros mammifère, elle va se laisser tomber au sol et va pondre des milliers d'œufs qui vont évoluer en petites larves, vont aller rechercher un premier hôte. Très souvent, ce sont des rongeurs, voire des oiseaux. Repas sanguin de 3 jours, elle se laisse tomber au sol, elle va muer, devenir une nymphe, qui, elle, cherche à nouveau un hôte. Ça peut être un animal un petit peu plus grand. Elle va se nourrir pendant 5 jours, tomber au sol et muer, et donner des mâles et des femelles. Alors les femelles ont besoin d'un gros animal, un gros mammifère pour se nourrir parce qu'elle va prendre jusqu'à 100 fois son poids de sang. Les mâles ne plient pas chez Ixodes, mais on peut les retrouver sur les animaux où ils vont participer donc au processus de fécondation et d'accouplement. Et si l'homme est au centre, c'est que c'est un hôte accidentel. Ça veut dire qu'en fait, il ne participe pas activement au maintien des tiques dans l'environnement. Si l'homme n'existait pas, les tiques, elles seraient là. Mais c'est l'homme qui va aller dans l'écosystème d'une tique qui va donc être piqué. Alors là, si vous avez été piqué par une tique, vous savez qu'on ne les sent pas toujours. C'est qu'en fait, le processus est extrêmement sophistiqué. Je vais vous montrer une petite vidéo après. Et là, vous avez ce qu'on appelle les chélicères, qui sont comme des ciseaux qui vont découper la peau. Et vous allez avoir ici ce qu'on appelle l'hypostome, qui est un genre de harpon qui va rentrer dans la peau et permettre à la tique de s'ancrer très fortement pendant la piqûre pour éviter d'être dérangée et détachée. Alors là, je vous montre une petite vidéo qui va vous symboliser et vous représenter la piqûre. Alors j'ai bien dit piqûre et pas morsure parce que la tique ne laisse qu'un point d'impact. C'est pas comme les araignées. Alors si vous regardez bien, vous voyez là, on voit bien l'hypostome qui rentre, les chélicères qui découpent la peau, les pédipalpes qui s'ouvrent et la tique va pomper le sang. Et donc pendant toute la durée de son repas sanguin, elle va aspirer le sang, prendre ce dont elle a besoin et recracher ce dont elle n'a pas besoin dans la peau. Et donc, le processus est lent au début et puis il va s'accélérer. Et là, c'est l'intestin qui se remplit. Et quand la tique a fini de se gorger, eh bien, elle va se détacher et muer au sol. Et si c'est une femelle, elle va pondre ses œufs et mourir. Alors, on peut faire différentes réactions cutanées à la piqûre de tique. Alors, vous comprenez qu'une piqûre de nymphe, c'est ce qui est représenté ici, passe facilement inaperçu parce qu'en fait, ça mesure 2-3 millimètres, alors qu'une tique adulte, ça se repère plus au niveau de la peau. Alors, il faut différencier parce qu'on va y revenir tout à l'heure sur les manifestations de la maladie de Lyme et notamment l'érythème migrant. Ça, c'est uniquement des réactions à la salive. Donc, certaines personnes peuvent faire des réactions très, très poussées la salive de tique, voire même des phénomènes de sensibilisation. Alors, quand est-ce qu'elles sont actives? Elles vont être principalement actives à partir du mois de mars. En fait, ce qui va déclencher leur période d'activité, c'est l'augmentation de la période jour et surtout les températures. Dès que ça atteint environ 7 degrés, elles redeviennent actives. Et vous voyez qu'actuellement, donc, on rentre dans le pic d'activité des tiques et des tiques ixodes, et notamment c'est le mois de mai où on va avoir un pic d'activité. En juillet et août, elles sont beaucoup moins actives parce qu'il fait trop chaud et elles sont à nouveau légèrement actives en hiver, enfin à l'automne là, et en hiver, si les températures sont douces, elles peuvent toujours être actives, mais en climat continental, en général, elles vont observer ce qu'on appelle une diapause hivernale. Alors, je voudrais quand même vous contextualiser le problème d'expansion des tiques dans l'environnement et vous expliquer pourquoi on a cette sensation qu'il y en a plus qu'avant. Alors, il y a deux facteurs majeurs. Il y a d'une part la faune sauvage et vous allez voir les écosystèmes forestiers notamment. Alors, la tique Ixodes, je vous ai dit, elle se nourrit sur plus de 300 animaux sauvages. Donc, vous avez de nombreux rongeurs, des léporidés et puis également des insectivores comme le hérisson qui peuvent être piqués. Certains de ces animaux sont même des réservoirs pour des micro-organismes susceptibles d'être transmis par cette tique. Les oiseaux jouent également un rôle très, très important parce que, pareil, ils vont disperser les tiques
mais aussi pour certaines bactéries être réservoirs. Les cervidés, les ongulés sauvages jouent un rôle très très important parce que la tique Ixodes prend jusqu'à 100 fois son poids de sang. Donc elle a besoin d'une grosse masse sanguine qui est donnée donc par ces ongulés sauvages. Alors, si vous regardez les données de l'Office français de la biodiversité, on observe clairement que depuis les années 70, où ils répertorient les populations d'ongulés sauvages, que vous avez une très forte augmentation d'une part du cerf, également du chevreuil de façon très très importante, mais également du sanglier. Et ça, c'est observé partout en France. D'autre part, on a certaines pratiques de chasse qui font que on va aussi augmenter le processus reproductif de ces ongulés sauvages, qu'on appelle l'agrainage, c'est-à-dire le nourrissage artificiel de ces ongulés sauvages. Donc les chasseurs, pour normalement de la dissuasion, pour éviter que les animaux fassent des dégâts aux cultures, ils font de l'agrainage donc en zone forestière. Et ça, en fait, ça va largement impacter les populations d'ongulés sauvages. D'autre part, avec les changements climatiques, les glandées et les fennées sont plus importantes. Et ça aussi, ça va faciliter et favoriser l'expansion des populations de rongeurs et d'ongulés sauvages. D'autre part, le deuxième point qui est très important pour les populations de tiques, c'est la forêt, donc les pratiques de sylviculture. Si vous vous rappelez ce qu'on pratiquait il y a 40 ans, par exemple, on faisait des coupes à blanc ou on pratiquait l'écobuage et ces deux pratiques, en fait, vous voyez, ouvraient la forêt au soleil ou alors détruisaient les tiques. Ces dernières années, pour des raisons de biodiversité, mais probablement aussi économiques, on laisse végétaliser très fortement les forêts. Et ça constitue des gîtes pour les tiques, mais également pour la faune sauvage. Et d'autre part, on a régulièrement des tempêtes qui augmentent donc la présence au sol d'arbres morts ou de têtes branches, et ça, c'est donc très, très favorable. Donc, la première pathologie que je voudrais développer avec vous et qui est la plus importante en France, c'est la borréliose de Lyme. Alors, la borréliose de Lyme, on dit que c'est la première maladie à transmission vectorielle de l'hémisphère nord. Donc, elle est présente aux États-Unis et en Eurasie. Et les dernières données donc, de 2024 montrent qu'on a environ 40 000 cas en France, selon le réseau Sentinelle, probablement sous-estimé, mais c'est à peu près ce qu'on observe. Donc, ça peut varier, 50 000, 60 000, mais on est dans ces chiffres-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la borréliose de Lyme? D'abord, c'est une infection bactérienne qui circule entre la tique et un réservoir animal. Et cette bactérie, donc, elle est tout à fait particulière. C'est ce qu'on appelle des spirochètes. La bactérie peut également être transmise à des animaux domestiques. Certains vont développer des manifestations cliniques, d'autres pas. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, l'homme est un hôte accidentel dans la circulation de cette zoonose. Et s'il est piqué, il peut développer dans un premier temps un érythème migrant, qu'on appelle la phase précoce. Alors malheureusement, tous les patients ne développent pas cet érythème migrant. On considère qu'il y a environ 80% des patients qui le développent. Et si votre immunité n'est pas suffisamment efficace ou si vous ne prenez pas d'antibiotiques, la bactérie va diffuser vers des organes cibles. Alors, il y en a trois. Il y a le système nerveux, les articulations ou la peau. Et donc, ça peut apparaître plusieurs semaines à plusieurs mois après. Et si c'est toujours pas traité, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des manifestations tardives, des mois, voire des années après, et notamment avec l'acrodermatite chronique atrophiante ici, des manifestations neurologiques tardives ou des manifestations d'arthrite tardive. Alors, quel est le risque quand on est piqué par une tique d'avoir la maladie de Lyme? Alors, soit on la retire rapidement et il n'y a pas de transmission, et s'il y a transmission, l'infection peut être avortée. Alors, je m'explique, c'est votre système immunitaire est efficace et vous allez juste développer des anticorps, ce qui explique que la séroprévalence peut être élevée alors que les cas cliniques sont beaucoup moindres. Le risque, en fait, est considéré à 1 à 4% d'avoir la phase précoce et parmi cette phase précoce localisée, certains patients, donc on considère environ 10%, qui en absence de traitement ou d'immunité vont développer cette phase précoce disséminée, voire la phase tardive.
En fait, on a à ce jour identifié environ une vingtaine d'espèces de Borrelia, mais toutes ne sont pas pathogènes pour l'homme. Les plus fréquentes qui circulent chez les tiques en Europe et en Asie, parce qu'aux États-Unis c'est un petit peu différent, ils n'ont que Borrelia burgdorferi synsustricto. Nous en Europe, on a une plus grande variété. Vous avez Borrelia abseli et Borrelia garini. Donc Borrelia abseli a un réservoir rongeur, et Borrelia garini et Borrelia valesiana ont un réservoir oiseau. Borrelia burgdorferi synsustricto se répartit chez différents animaux. Ce qui provoque principalement l'érythème migrant et qu'on retrouve principalement chez les patients, c'est principalement Borrelia abseli et elle va principalement provoquer des manifestations cutanées, beaucoup moins les autres. Enfin, si vous avez des infections disséminées, donc vous n'en avez que 14%, que en fait, la plupart des patients vont être diagnostiqués au stade de l'érythème migrant. Donc c'est très important, après une piqûre de tique, de suivre pendant un mois si rien ne se développe pour que le diagnostic se fasse précocement. Et si vous avez des manifestations disséminées, en France, on considère que la plupart des manifestations cliniques sont des neuroborrélioses, ensuite des arthrites, une manifestation cutanée qu'on appelle le lymphocytome cutané borrélien ou l'acrodermatite chronique atrophiant, et quelques patients peuvent développer des endocardies. Ça, c'est des données qu'on a obtenues dans la première étude épidémiologique en France sur la maladie de Lyme, qui a eu lieu dans les années 2000. Et 15 ans après, il y a eu une étude épidémiologique ici en Alsace. Et en fait, on est à peu près dans les mêmes chiffres. Alors, comment on fait le diagnostic de la borréliose de Lyme? Alors, on peut faire ce qu'on appelle le diagnostic direct, c'est-à-dire qu'on va rechercher directement la bactérie. Le gros problème, c'est qu'en fait, une tique injecte très très peu de bactéries et en plus, il y en a très peu dans les tissus. Donc, les laboratoires spécialisés peuvent faire de la culture, mais ce qui caractérise également cette bactérie, c'est qu'elle pousse très lentement dans un milieu particulier, ce qui vous est représenté ici, et qu'on doit avoir un microscope à fond noir. On peut aussi faire des PCR, mais ces deux techniques sont vraiment réservées à des laboratoires spécialisés. La plupart des laboratoires utilisent ce qu'on appelle un diagnostic indirect avec des recherches d'anticorps. On fait dans un premier temps ce qu'on appelle un ELISA, qui, s'il est positif, va être confirmé par un Western blot où on identifiera plus précisément les antigènes. Alors, le traitement, si on peut être rassuré, il n'y a pas de résistance de la bactérie aux antibiotiques. Alors, il y a des nouvelles recommandations là, qui viennent sortir en début d'année par la Haute Autorité de Santé sur l'éthique et maladies à tique. Donc, la première intention, c'est la doxycycline. La deuxième, c'est l'amoxicilline. Et pour les phases disséminées, c'est plutôt la ceftriaxone. Malheureusement, il n'y a pas d'immunité protectrice. Donc, au cours de notre existence, si on est régulièrement exposé aux tiques, on peut faire plusieurs maladies de Lyme parce que, en fait, dans la nature, vous avez plusieurs souches de Borrelia qui circulent et quand vous allez faire une maladie de Lyme, vous allez faire une immunité contre la tique infectée qui vous a piqué et une autre qui vous piquera, vous induira potentiellement une autre maladie de Lyme. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'immunité protectrice. Alors, comment elle se manifeste? Il y a ce fameux donc érythème migrant. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré vraiment ce qu'on appelle une image pathognomonique très caractéristique, un petit peu comme celle-là, mais l'érythème migrant n'est pas toujours aussi caractéristique. Donc là, vous avez un halo rouge et en général, au centre, vous allez avoir le point de piqûre de la tique. Il apparaît entre 3 et 30 jours et ce qui est très important pour différencier d'une réaction à la salive de tique, c'est qu'il doit être extensif. Donc ces 5 cm doivent s'étendre progressivement et là, ça signe une borréliose de Lyme. Vous voyez qu'ici, l'érythème migrant est très difficilement repérable. Et là, vous voyez aussi qu'il est présent, mais il n'a pas cette structure caractéristique comme sur la photo à droite. Donc, je vous ai remis ici la différence entre une réaction à la salive qui apparaît suite à la piqûre et l'érythème migrant qui apparaît 3 à 30 jours et qui, lui, donc, va se développer. Alors, certaines personnes font aussi, après détachement de la piqûre de tique, des réactions donc presque nécrotiques ici, comme ce qui est représenté. Alors pourquoi il est toujours important d'extraire rapidement la bactérie la tique infectée, potentiellement infectée par la bactérie de la maladie de Lyme? C'est que quand une tique est infectée,
comme ce qui est représenté ici, c'est schématisé, elle est présente, la bactérie, dans l'intestin de la tique. Et quand la tique va commencer à piquer, en fait, la bactérie va se détacher de l'intestin, migrer dans ce qu'on appelle l'hémolymphe de la tique pour s'accumuler dans les glandes salivaires. Et là, vous voyez qu'il y a un changement d'antigène, un changement de couverture antigénique de la bactérie et elle va être donc ensuite injectée dans la peau. Et cette migration en Europe dure environ 12 à 24 heures, d'où l'importance d'une extraction précoce de la tique pour éviter qu'il y ait transmission. Alors, ce qui questionne aussi souvent les personnes, c'est de savoir quel est le taux d'infection de nos tiques dans l'environnement. Eh bien, en Europe et en France notamment, on considère qu'il y a 2 à 20% des tiques qui sont infectées. Aux États-Unis, sur la côte Est, ils ont jusqu'à 50% des tiques qui sont infectées. Ça, c'est ce que je voulais vous dire donc sur la bactérie de la maladie de Lyme. Le deuxième micro-organisme potentiellement infectieux que j'ai choisi de vous décrire pour la tique ixodes, c'est le virus de l'encéphalite à tique. Donc là, on est dans un autre contexte, on est dans une infection virale. Vous avez aussi un réservoir animal qui est important avec les rongeurs, les cervidés et les suidés, à nouveau, et le rôle des oiseaux migrateurs qui participent à la dissémination des tiques infectées, donc au niveau géographique. La transmission, donc, c'est toujours par la tique ixodes, mais là, il y a un mode de transmission supplémentaire, c'est que les animaux domestiques qui attrapent aussi le virus de l'encéphalite à tique peut devenir ce qu'on appelle virémique, notamment les chèvres, et si on consomme du lait cru ou du fromage à base de lait cru, on est susceptible aussi de contracter cette encéphalite à tique. Donc, je résume, 2 modes de transmission, par la tique ou par l'alimentation qui serait contaminée par des animaux qui sont virémiques. Alors, il y a aussi un phénomène tout à fait particulier, alors que les tiques infectées avec la bactérie de la maladie de Lyme sont uniformément répandues dans l'environnement. Ici, vous avez des tiques qui se concentrent dans un micro-environnement. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui est observé. Et il y a un mode aussi de maintien dans l'environnement tout à fait particulier, c'est ce qu'on appelle le co-feeding, c'est-à-dire que quand les animaux sont piqués par des tiques et qu'il y en a une qui est infectée, et vous voyez qu'à droite, souvent, quand un animal est infecté, je pense notamment aux cervidés, vous avez beaucoup de tiques et elles se regroupent, c'est pour, d'une part, s'accoupler, et l'agent infectieux profite de ce mode de nourrissage particulier pour que le virus passe d'une tique infectée à une autre. Et donc ça permet un maintien très efficace des agents potentiellement infectieux dans les tiques et dans l'environnement. Alors, vous voyez que le virus de l'encéphalite à tique n'est pas du tout réparti de la même façon que la bactérie de la maladie de Lyme. Donc, les pays du Nord et l'Europe de l'Est sont très touchés par l'encéphalite à tique. Et on observe depuis plusieurs années, en fait, une extension des cas d'encéphalite à tique. Et en France, on a d'abord été en Alsace, donc en 1968, il y a eu le premier cas identifié en Alsace d'encéphalite à tique. Et depuis, on observe une extension vers le Jura, la région Rhône-Alpes et maintenant donc vers l'Ardèche. De ce fait, Santé publique France a décidé de mettre cette maladie à déclaration obligatoire depuis 2021 pour faire un meilleur suivi donc, des cas. Alors là, le mode de transmission est totalement différent. Les infections virales chez les tiques, comme la tique est totalement infectée, eh bien la transmission est immédiate. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. C'est encore plus important d'extraire rapidement une tique quand on est piqué. Alors, quand on déclare une encéphalite à tique, on peut potentiellement, mais le virus qui circule en Europe de l'Ouest est peu ou pas pathogène, enfin, ou légèrement pathogène, disons comme ça. Donc, c'est moins grave que, par exemple, si vous allez en Russie extrême orientale, où là, vous avez un virus qui est très virulent, qui peut causer jusqu'à 30% de mortalité. Et donc, en Alsace, on observe, et donc dans le reste de la France, maintenant, une augmentation de ces cas, et donc le risque de transmission immédiate de ce virus.
Alors, si vous voulez, on va déjà peut-être faire une pause si les gens ont déjà des questions sur cette première partie. Pardon, excusez-moi, j'avais pas remis mon micro. Alors là, tout de suite, non, pas sur cette première partie. Il y a une question, mais je pense que vous répondrez dans la troisième partie, en fait. Dans la partie prévention. Voilà, c'est ça. Bon, alors écoutez, on continue s'il n'y a pas de questions. Donc, la tique Ixodes, pourquoi j'ai choisi de la présenter en premier, c'est parce qu'elle est vraiment répandue de façon très uniforme dans notre environnement. Mais il faut savoir qu'en France, on a donc d'autres tiques qui sont également en expansion à cause des modifications des écosystèmes et du changement climatique. Et la deuxième tique la plus importante en France, c'est ce qu'on appelle la tique d'Armacentor. Alors là, vous avez une femelle qui est représentée. Ce qui doit vous marquer, c'est que vous voyez, elle a un petit écusson ici qui est marbré. Et si c'est un mâle, on le verra après, il est totalement marbré. Elles sont beaucoup plus grosses et les pièces piqueuses sont courtes. Et pour cette pique, ce ne sont que les tiques adultes qui piquent, les mâles et les femelles, parce que en fait, les larves et les nymphes sont dans les terriers des animaux. Ce qui caractérise aussi cette pique, c'est qu'elle est active beaucoup plus tôt en saison. En fait, même quand il gèle en hiver, elle peut être active dès qu'il commence à y avoir un peu de soleil. Donc, c'est une pique qu'on appelle à trois hôtes. Donc, vous avez de nombreux petits mammifères qui vont nourrir les larves et les nymphes. Et donc, ce sont les grands mammifères, à nouveau les ongulés sauvages, notamment le sanglier, mais également les animaux domestiques qui vont maintenir cette population dans l'environnement. Elle se développe également plus rapidement que la tique ixodes. Alors, je vous ai mis la carte de répartition des tiques d'Hermacyntor. Donc, vous voyez, en fait, s'il y a des zones qui sont grises, c'est en général qu'elles n'ont pas été explorées, mais on sait que maintenant, elle est uniformément répandue. Et là, c'est pareil, dans toute l'Europe, on observe une expansion de cette tique, notamment celle qu'on appelle Hermacyntor reticulatus. Alors, qu'est-ce qu'on peut craindre avec cette tique? Alors, cette tique, l'homme, mais beaucoup moins, plutôt dans les parties hautes du corps et notamment les enfants au niveau du cuir chevelu. Et elle est susceptible de transmettre une bactérie qu'on appelle une rickettsia. Et là, la symptomatologie est totalement différente de la maladie de Lyme. Vous avez ce qu'on appelle une escardinoculation, c'est-à-dire une croûte ici qui va persister plusieurs semaines. Et ce qu'on appelle aussi une adénopathie cervicale, c'est-à-dire que vous allez avoir des ganglions. Et il peut y avoir une alopécie le plus souvent résiduelle. Et là, donc, je vous ai représenté la femelle à nouveau. Et là, vous voyez le mâle qui est uniformément marbré. Et là, ce sont donc, comme je l'ai dit avant, c'est important, les tiques adultes qui piquent. Donc, elles, on les repère quand même relativement facilement sur la peau. La deuxième tique que j'ai choisi de vous décrire, parce qu'elle est présente, comme vous pouvez le voir, plutôt dans le sud de la France, mais un petit peu partout, mais elle est beaucoup plus active dans le sud, parce qu'en fait, c'est une tique qui est plus agressive quand il fait chaud. Donc, ce qui explique qu'on a plus de piqûres dans le sud de la France. Donc, c'est la tique Rhipicephalus et notamment Rhipicephalus sanguineus, qui est ce qu'on appelle une tique à trois autres, mais c'est surtout une tique qui est inféodée aux chiens. Donc dans les chenils, on peut la trouver. On peut la trouver aussi dans les crevasses, les fissures des maisons. Et elle a donc une répartition mondiale puisque elle va voyager avec son hôte principal, le chien. Et elle peut, comme vous pouvez le voir, se développer très très rapidement en 2 à 4 mois en fonction de la disponibilité de l'animal. Elle peut se développer très rapidement. Alors là, ce qui doit vous frapper, c'est qu'elle a également, elle est beaucoup plus petite et elle a des pièces piqueuses courtes. Alors, elle, ce qu'on redoute, c'est une autre Rickettsia, donc c'est une autre bactérie. Avant, c'était Rickettsia rauti et Rickettsia slovaca. Ici, c'est ce qu'on appelle Rickettsia gonorrhoeae. Donc, on a également une escarre d'inoculation, donc c'est une grosse croûte au point de piqûre. Et là, vous pouvez avoir donc un rash cutané. Et ici, tous les stades peuvent piquer l'homme. La dernière tique dont je veux vous parler, c'est une tique invasive. Donc, c'est ce qu'on appelle la tique Yaloma. Vous avez les adultes qui se gorgent sur de nombreux autres, sauvages et domestiques. Et les larves et les nymphes, à nouveau, sont dans les terriers. Donc, l'homme va être piqué par les tiques adultes, mâles et femelles. Et là, il y a, alors pourquoi on appelle ça une tique invasive par rapport aux trois autres? Cette tique nous vient d'Afrique via les oiseaux migrateurs.
et elle s'est installée maintenant dans le sud de la France et elle a besoin d'un environnement très sec. Donc, elle a ce qu'on appelle une plasticité écologique et la différence par rapport aux trois autres, c'est que elle va chasser activement. Donc, par exemple, elle va non pas être en attente sur la végétation, mais dès qu'elle va, et en plus elle a des yeux, dès qu'elle va voir une ombre, sentir de la chaleur, elle va se diriger vers son hôte et le piquer. Alors, vous voyez la carte de répartition, donc elle est présente sur le pourtour méditerranéen et donc les dernières données montrent qu'elle a remonté le couloir rhodanien maintenant et qu'elle est présente en Ardèche et dans la Drôme. Donc, avec les modifications climatiques, on s'attend à ce qu'elle s'installe de plus en plus vers le nord de la France. Alors, c'est ce qu'on appelle, pardon, la tique annelée, elle ressemble vraiment à une grande araignée et elle a donc des pattes très très longues. Alors, comment on identifie et je dirais qu'est-ce qu'il faut craindre de cette Tichialoma? Elle est aussi susceptible de transmettre un virus qu'on appelle le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qu'on appelle CCHF, notamment en anglo-saxon. Et là, comme pour le virus de l'encéphalite typhique, vous avez un risque de transmission immédiate par les tiques. Mais si on regarde également ici, donc là, vous avez le cycle de développement, donc les larves et les nymphes qui piquent les animaux dans les terriers et les adultes qui piquent les animaux sauvages et domestiques, et potentiellement l'homme. Mais le risque, et là, tout à l'heure, on a vu aussi qu'il y a des transmissions de l'animal à l'homme avec le virus de l'encéphalite typhique. Ici, les chasseurs, par exemple, ou dans les abattoirs, si les animaux sont virémiques, l'homme est susceptible de se contaminer donc par les animaux virémiques, mais aussi par la tique. Et après, vous pouvez avoir une transmission interhumaine, soit nosocomiale, donc en secteur médical, soit sexuelle, soit verticale. Donc c'est tout à fait particulier. C'est une infection virale qui, donc si elle se déclare, il y a 30% de risque de mortalité. Et donc, il y a des fièvres, des vomissements qui caractérisent cette infection virale. Alors, sa répartition est la suivante. Vous voyez, elle est présente en Afrique. Et donc, via les oiseaux migrateurs, elle s'est installée ici en Europe. On va le voir juste après. Et donc, elle est présente ici également au Moyen-Orient. Et au niveau européen, vous avez la Turquie qui est très touchée, mais également la Roumanie et via les oiseaux migrateurs. Donc, c'est une infection virale qui s'est installée ici en Espagne. Et le premier cas humain est apparu au Portugal, là, en août 2024. Et donc, je dirais quelque part, les réseaux de surveillance en France sont en alerte pour suivre l'évolution de cette tique invasive et la présence du virus chez les tiques. Et c'est donc, vous voyez, là, je vous ai mis un tableau des cas européens. On a jusqu'à présent eu 52 cas au niveau européen avec 10 cas mortels. Je vous ai fait un petit résumé donc des principales maladies à tiques en France. Donc, on a parlé de la borréliose de Lyme. Il y en a deux dont je vous ai pas parlé parce qu'il y a, vous voyez, il y a peu de cas. Il y a Borrelia miyamotoi et Anaplasma phagocytophilum. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, le pathogène, je l'avais mis entre guillemets. C'est parce que, en fait, notamment pour ces deux bactéries, vous avez le statut immunitaire du patient qui est très important. Si c'est des patients immunodéprimés, ils risquent plus de faire ce type de pathologie. Et donc, je vous ai parlé de l'encéphalite à tique. Je vous ai parlé donc de la tique rhipicéphalus et du risque de transmission de la bactérie Rickettsia gonorrhea. Je vous ai mis le nombre de cas. Et pour Rickettsia slovakia et Rickettsia rauti, c'est pareil, on a peu de cas, mais là, probablement, on est dans une sous-estimation des cas. Et pour la fièvre hémorragique Crimée-Congo, donc le CIRAD, qui est un organisme de recherche dans le sud de la France, à Montpellier, a détecté pour la première fois le virus dans les Ticalomas, donc dans les Pyrénées-Orientales, donc en octobre 2023. Et si je résume, donc c'est quand même la tique ixodes qu'il faut le plus craindre, puisque c'est cette qui transmet le plus de micro-organismes potentiellement pathogènes pour l'homme. Alors, deuxième pause, y a-t-il des questions sur ce que je viens de dire ou ce sera tout en finale? Ah, pardon. Toujours pas, c'est bon.
toujours pas. Donc, on va maintenant parler de la prévention. Alors, comment on étudie ces tiques? C'est en étudiant leur présence dans les écosystèmes qu'on va pouvoir dire, voilà, il y a telle densité de tiques, il y a tel taux d'infection. Alors, nous, par exemple, au centre de référence sur la maladie de Lyme, tous les mois, depuis plusieurs années, vous voyez, on va euh, traîner une serviette éponge, donc c'est un tissu éponge d'1 mètre sur 1 mètre sur la végétation. Et tous les 10 mètres, on va retourner le tissu et on va faire ça sur 300 mètres et on va collecter les tiques. Donc là, vous voyez par exemple un tube rempli de nymphes et des adultes. Donc on collecte principalement les nymphes et les adultes, très peu de larves, parce qu'en général, les larves se retrouvent au site de ponte. Donc on en collecte peu. C'est pas celles qui sont le plus à risque. Ensuite, au laboratoire, on va faire ce qu'on appelle une PCR pour aller rechercher donc les différents micro-organismes, donc la bactérie de la maladie de Lyme, donc Borrelia burgdorferi synsostricto, Anaplasma, Borrelia miyamotoi, et on va définir un risque acarologique. Alors, certains groupes de recherche en France étudient aussi les animaux et collectent les tiques sur animaux. C'est comme ça qu'on sait que les oiseaux migrateurs aussi importent des tiques potentiellement infectées, notamment d'Afrique. Et donc, en termes de prévention, le plus important pour les tiques, c'est les vêtements couvrants. Même si ça ne protège pas à 100%, ça diminue nettement le risque. Par exemple, en cette saison où on est en pic d'activité, il faudrait éviter de se promener en short en forêt. Et si on peut, des vêtements clairs. Alors nous, on se met en blanc pour quand on collecte les tiques pour les repérer plus facilement, mais les couleurs claires permettent plus facilement de repérer les tiques. C'est pas qu'elles sont les couleurs claires sont plus attractives, c'est que simplement ça nous permet de les détecter. Alors idéalement aussi, il faudrait mettre le pantalon dans les chaussettes, mais ça, pour passer beaucoup de temps sur le terrain, je vois rarement ce type de prévention, bien que c'est très efficace puisque les tiques que vous avez retenues maintenant, elles sont sur la végétation. Ensuite, quand on revient de la promenade, eh ben, il faut s'inspecter, donc faire ce qu'on appelle un examen corporel minutieux, donc cuir chevelu notamment pour les enfants parce qu'ils sont au niveau des tiques à l'affût, notamment leur tête, s'ils sont de petite taille. Utiliser un tire-tique ou utiliser une pince fine, comme ce qui est représenté ici. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, puisque souvent c'est une question qui est posée, comment extraire au mieux une tique. Vous allez voir, tourner ou pas, ça, c'est pas forcément nécessaire. En fait, il faut tirer, bien se mettre à la base de la tique, voilà, et vous tirez. Alors, la tique va être d'autant mieux et d'autant plus facilement extraite que vous faites l'extraction rapidement après la piqûre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la piqûre était sophistiquée. Eh ben, plus vous attendez, plus sa salive se solidifie autour de ces pièces piqueuses et va empêcher une bonne extraction. Alors, l'autre question aussi qui se pose, alors je vois aussi, et je ne veux pas oublier de le dire, vous pouvez vous faire retirer la tique par un pharmacien. C'est pas un acte médical. C'est pas nécessaire ni d'aller aux urgences ni d'aller chez le médecin. Surtout si elles sont la piqûre est située à un endroit où vous avez du mal à l'extraire. Donc, n'hésitez pas à aller chez le pharmacien pour vous faire extraire la tique. Là, je vous ai mis un autre site internet où il vous montre aussi, donc là par vidéo aussi, qu'il faut tirer pour extraire la tique, pas forcément tourner dans un sens ou dans l'autre. Finalement, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de l'extraire le plus rapidement possible. Alors, que se passe-t-il si on l'a mal extraite? C'est ce que je vous représente ici. Donc ici, par exemple, c'était chez un patient, piqué au niveau du ventre. J'ai mal extrait la tique. Il restait les pédipalpes et une partie du corps. Pas la peine d'aller triturer, pas la peine non plus d'aller consulter. Bien désinfecter. L'important, les pièces muqueuses sont dans la peau, soit, mais les glandes salivaires sont dans le corps et les glandes salivaires contiennent les agents infectieux. Donc, extraire au mieux et après désinfecter. Et vous voyez, au bout d'une semaine, c'est déjà quand même bien résorbé et il n'y a plus ce restant de tique. Et la tique se régénère pas au point de piqûre, parce que ça, c'est aussi une question qui se pose. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Le système immunitaire va se débarrasser de ce restant de tique et vous allez avoir un petit nodule pendant peut-être plusieurs jours. Mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Et très important, suivre
s'il y a apparition donc de l'érythème migrant ou d'autres manifestations cliniques. N'hésitez pas, si vous avez une grosse fatigue, après une piqûre de tique, eh ben, d'aller consulter. Là, c'est important. Vous avez noté, il n'y a pas que la maladie de Lyme. Toute maladie de Lyme ne fait pas forcément un érythème migrant. Donc, consultez si vous avez l'impression que vous avez une symptomatologie clinique après une piqûre de tique. Quid de la protection chimique? Alors, bien sûr, il y a les répulsifs cutanés. Alors, on va voir qu'il y a des répulsifs qui sont naturels, d'autres plus synthétiques. Et on n'utilise plus en France, enfin, disons, on les recommande plus officiellement, l'imprégnation vestimentaire par les pyrétrines, puisqu'il y a deux rapports de l'INSERM qui montrent que il y a des effets potentiellement dangereux pour la femme enceinte et puis aussi des risques de cancer. Donc, officiellement, nous, on ne recommande plus les pyrétrines. Concernant la protection par les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, elles sont à la mode parce que c'est des produits naturels, mais il faut se méfier que tout produit naturel n'est pas forcément inoffensif. Les huiles essentielles peuvent contenir des principes actifs tels que le citronellol, le géraniol, le citral, qui peuvent être potentiellement allergisants, potentiellement photosensibilisants ou potentiellement cancérigènes. Donc, il faut faire attention à la manière dont on les utilise. Et pourquoi ils ne sont pas recommandés, même s'ils ont pour certains des activités répulsives, c'est que le pouvoir répulsif est court, 20 minutes à 1 heure. Donc ça, c'est pas suffisant si on reste longtemps dans une zone où il y a des tiques. Donc officiellement, selon les recommandations du ministère de la Santé, il y a 4 répulsifs cutanés qui sont recommandés, qu'on appelle le DIT, qui est donc c'est le diéthyltoluamide, qui est vraiment le répulsif de référence pour lutter contre les tiques, l'IR3535, l'icaridine. Alors c'est des noms barbares. Ils sont, normalement, quand vous achetez un répulsif cutané en pharmacie ou dans une grande surface, ces produits doivent être indiqués. Ce qui est important, surtout, c'est de savoir le pourcentage de principe actif et à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est un enfant, une femme enceinte? On n'utilise pas le même pourcentage de principe actif ou le même type de principe actif si on est donc une femme enceinte, un enfant, ou je dirais aussi des personnes qui sont peut-être, vous savez, des gens qui ont soit des dermatites atopiques, soit du psoriasis ou de l'eczéma, parce que c'est des produits qui pénètrent la peau, donc il faut faire attention. Alors, le plus naturel, entre guillemets, c'est l'huile d'eucalyptus citronnée, qui n'est pas une huile essentielle, c'est une huile. Et actuellement, c'est plus donc extrait de l'eucalyptus, c'est obtenu par synthèse, mais il est d'origine naturelle. Également, on voit en pharmacie, mais on voit aussi dans les grandes surfaces, la vente de bracelets chimiques ou de bracelets à ultrasons. Ils sont totalement inefficaces et il y a 2 rapports de l'ANSES montre que les bracelets chimiques notamment, ils peuvent être dangereux pour les enfants parce que vous avez ce cadran éthique qui contient en fait la substance chimique qui peut s'ouvrir et fuir et donc provoquer des brûlures. Et en plus, les tests montrent que c'est absolument inefficace, que ce soit sur les vis-à-vis des moustiques que vis-à-vis des tiques. Donc, à ne pas utiliser. Y a-t-il des vaccins? Alors, contre la maladie de Lyme, il y a un vaccin qui est en cours de développement. Euh, il a montré son immunogénicité, mais pour l'instant, donc les études se poursuivent pour montrer est-ce que ce vaccin est protecteur et si tout va bien, il pourrait être sur le marché en 2026. Par contre, vous avez un vaccin contre le virus de l'encéphalite qui est fortement recommandé si vous êtes dans une zone à risque ou si vous allez vous promener notamment en Europe de l'Est où là, vous avez beaucoup de cas ou de risques d'encéphalite. Donc, 2 types de vaccins qui sont très efficaces et qu'on peut recommander. Enfin, si vous êtes piqué par une tique et que vous avez l'impression que votre médecin généraliste, ça vous convient pas en termes de diagnostic, depuis le plan Lyme de 2016, vous avez au niveau français 5 centres de référence sur les maladies vectorielles à tiques. Il y en a un à Rennes, un à Paris, un à Strasbourg-Nancy, un à Clermont-Ferrand-Saint-Étienne et un à Marseille. Et là, vous avez donc, si vous tapez CRMVT sur Internet, vous allez avoir donc les coordonnées. Je vous ai donné l'exemple de celui de la région Grand Est,
où vous pouvez prendre rendez-vous et là, vous aurez une consultation médicale spécialisée, multidisciplinaire, pour orienter clairement votre diagnostic. Et si ce n'est pas une maladie à tic, vous réorienter vers la bonne spécialité médicale. En termes de prévention collective, si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de tiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on peut, et c'est la meilleure prévention, si vous vous rappelez, pour se protéger d'Ixodes, elle n'aime pas la sécheresse. Donc, le mieux, c'est couper l'herbe. Ensuite, si vous habitez à proximité de la forêt, là, c'est aux États-Unis, ils mettent, par exemple, des copeaux de bois, d'eucalyptus qui sont répulsifs. Chez nous, en général, le plus efficace, c'est de couper l'herbe, hein, parce qu'elle n'aime pas ça. Si vous avez beaucoup de faune sauvage, même si on aime bien les avoir et que c'est beau de regarder un chevreuil, il faut mettre des barrières et des barrières efficaces. Puisque si vous avez bien noté tout ce que je vous ai dit concernant les ongulés sauvages, le chevreuil peut être hyper infesté de tiques. Donc, il va libérer dans votre environnement proche, s'il vient à proximité de vos habitations, il va libérer ces tiques potentiellement infectées. Qu'est-ce qu'on fait également en termes de prévention collective? Donc là, pareil, depuis le plan Lyme de 2016, il y a beaucoup de programmes et de plus en plus d'informations qui sont données. Alors, je vous ai redonné à nouveau l'exemple aux États-Unis, puisque, rappelez-vous, je vous ai dit 50% des tiques sur la côte est sont infestées. Les habitations sont très proches des forêts. Il y a, pareil que chez nous, une expansion très importante des ongulés sauvages. Donc, voilà, ils font certaines recommandations que je vous ai dit, couper l'herbe. Ils utilisent beaucoup d'acaricides aussi, ce que nous, on ne fait pas en Europe pour des raisons de préservation de la biodiversité. Les Américains font ça. Par contre, donc, dans les parcs urbains, si vous coupez l'herbe, il n'y a pas de risque. Par contre, tout ce qui va laisser une végétation, des feuilles mortes, eh bien là, vous avez des zones à risque. Pareil, après le plan Lyme, se sont développés différents supports pour informer vis-à-vis des piqûres de tiques et du risque potentiellement infectieux de ces tiques. Donc, il y en a plusieurs versions qui sont développées. Et juste quelques mots pour finir sur la végétalisation des villes et le risque potentiel. Alors bien sûr, on voudrait tous végétaliser les villes pour lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est vrai que c'est agréable d'avoir de la végétation et de la forêt à proximité. Simplement, on sait que ces ceintures vertes aussi vont amener à proximité des villes et vraiment en espace urbain et périurbain. Je vous ai pris l'exemple de Lyon et sa coulée verte. Eh bien, les animaux viennent de plus en plus à proximité des habitations. Donc, vous avez de plus en plus de risques de piqûres de tiques et de maladies à tiques dans ces espaces très végétalisés. Par contre, ce type de végétalisation, donc le fleurissement de plus en plus des trottoirs, comme c'est présenté ici, des façades, eh ben, vis-à-vis des tiques, il y a aucun risque et ça peut être prôné. Cependant, je fais juste une petite limitation pour les risques de maladies vectorielles associées aux moustiques. Par exemple, cette végétalisation pour le moustique tigre, c'est pas recommandé puisque vous allez avoir, quand vous arrosez, de la stagnation d'eau qui est donc qui constitue des gîtes larvaires pour les moustiques. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question, donc maintenant je suis ouverte à vos questions, si vous en Euh, avez. donc, donc, du coup, je vais vous poser des questions. Alors, il y avait une personne qui demandait est-ce qu'il y avait un répulsif et surtout un répulsif efficace. Donc, je pense que vous avez répondu, mais peut-être les renommer euh, Oui, parce que euh, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques coupures sur le son. Donc, ah, peut-être les renommer pour que les personnes puissent bien entendre le nom des répulsifs que vous avez énumérés, pardon. alors, le problème de les énumérer, c'est que sur les flacons, en fait, c'est des gammes qui sont vendues. Souvent, alors je ne veux pas les citer, mais il y a plusieurs gammes. Et en fait, il faut aller regarder la petite étiquette. Donc, c'est vrai que par exemple, le DEET, D-E-E-T, est le plus efficace, mais attention, il va attaquer les plastiques. Donc, si on a des lunettes en plastique, si on a des vêtements en synthétique, le bracelet montre, ça va être attaqué par ce produit. Mais c'est celui pour lequel on a le plus de recul vis-à-vis des moustiques et des tiques. Le deuxième, c'est l'IR 3535.
et le KBR 3023 et l'huile d'eucalyptus citronnée pour le produit entre guillemets le plus naturel. Et j'insiste bien, c'est pas une huile essentielle. Donc sur le site du ministère de la Santé, vous avez en fait la recommandation aux voyageurs et il y a un tableau, c'est celui que j'ai extrait, qui vous donnera toutes les indications avec le pourcentage de principes actifs à utiliser. Mais vis-à-vis d'éthique, je trouve que c'est la protection mécanique qui est la plus efficace. Et de toute façon, même s'il y a de la prévention, la meilleure prévention quand on a été exposé aux tiques, c'est après se contrôler, faire le contrôle corporel. Donc, une autre question, ça concerne les tests plutôt. Donc, les tests de détection des différentes maladies liées aux tiques sont-ils efficaces? Et si oui, lesquels sont à éviter? Donc, les efficaces et les inefficaces. Alors, je pense qu'il y a un petit peu sous-jacent, c'est parce qu'il y a des fois de la polémique sur les tests de diagnostic. Euh, en France, on peut faire les tests et on sait les faire. C'est pas la peine d'aller chez un médecin qui envoie votre prélèvement à l'étranger. C'est souvent des filières alternatives. Donc l'ELISA et le Western Blot, c'est ce qu'il y a de recommandé officiellement. Et clairement, s'il y a un patient qui a l'impression d'être en errance médicale, ce qui est très important, c'est de faire appel au CRMVT, les centres de référence sur les maladies vectorielles à tiques, pour avoir une consultation d'un spécialiste sur l'éthique et maladies à tiques. Donc, on a un remède de grand-mère. Est-ce que l'alcool iodé avant et après avoir retiré est efficace? Bah, si j'ai dit de désinfecter, donc que ce soit de l'alcool iodé, pas de souci. Euh, il y a peut-être aussi sous-jacent à cette question, est-ce que si j'extrais mal, on parle des fois de régurgitation. En fait, les tiques, c'est pas des poires, hein, euh, il n'y a pas de risque de régurgitation démontré, mais par contre, il faut toujours bien désinfecter une fois qu'on a extrait la tique et se laver les mains et suivre la piqûre. Alors, une question, est-ce que le gibier cuit peut nous contaminer Non. une fois qu'on l'a pour en consommation, du coup? Non. Alors, je pense que c'est vis-à-vis du chevreuil. Alors, Oui, je je ne l'ai pense pas aussi. spécifié. Le chevreuil ne présente aucun risque parce que lui, il tue la bactérie. Par contre, ce chevreuil est extrêmement important pour maintenir les populations de tiques dans l'environnement. Donc ça, pour la maladie de Lyme, pour la bactérie de la maladie de Lyme, la viande n'est pas contaminée, entre guillemets. Par contre, vous avez noté, pour la tique Yaloma, qui est susceptible de porter le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, là, il y a potentiellement des risques. Donc là, je vais pouvoir répondre à plusieurs questions. Faut-il un courrier d'un médecin traitant pour prendre rendez-vous au CRMVT? Alors, je pense que c'est toujours mieux de passer d'abord par un généraliste, mais après, si ça va pas, vous vous connectez directement et ils vous donneront les informations pour prendre la prise de rendez-vous. Est-ce que la présence de la tique nécessite systématiquement un bilan sanguin? Non. Alors, ça, c'est important, tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, il y a deux possibilités. Soit la tique extraite précocement et il n'y a pas de risque d'infection. Si elle a transmis, votre système immunitaire peut être suffisamment efficace et vous allez produire des anticorps, mais vous ne serez pas malade. Donc, vous pouvez avoir des anticorps contre la bactérie de la maladie de Lyme, par exemple, mais n'avoir jamais été malade. Ça veut juste dire que vous avez été exposé. Donc ça, c'est la notion de séroprévalence et présence d'anticorps. Il faut toujours associer pour le diagnostic d'une maladie de Lyme, puisque c'est celle qui est la plus importante en France, le diagnostic clinique et la biologie. Si la biologie est positive, les anticorps sont positifs, ça ne veut pas dire que le patient est malade. Ah, une question sur les poules. Est-ce que les poules peuvent porter des tiques? Et du Alors, coup, est-ce qu'aussi elles sont prédatrices? Donc, du coup, le fait d'avoir un poulailler, est-ce que ça pourrait nous aider? alors, je sais que des fois, c'est mis dans certains articles de prévention. Alors, il faut savoir que les poules elles-mêmes peuvent être porteurs de tiques, effectivement. Elles en mangent, mais
le fait d'en mettre dans son environnement ou dans son jardin, en fait, on ne sait pas de ce qu'elle mange ou de ce qu'elle se fait piquer, qu'est-ce qui va prendre le dessus. Par contre, une chose est sûre, c'est quand vous avez un poulailler, le sol est tellement piétiné au bout d'un moment que vous allez rendre le sol inhospitalier pour les tiques. Donc, il y a pareil, il y a eu un article récent pour montrer qu'en fait, elles ne servent pas dans la prévention, pas spécialement. Est-ce qu'il y a un risque pour nos animaux de compagnie, du coup? Parce que j'ai vu qu'une dame parlait de son chat qui, je pense, Alors, attrapait les chiens, du coup. ouais. Alors, si c'est vis-à-vis de la maladie de Lyme, le chat ne fait pas de maladie de Lyme. Et chez le chien, c'est en fait certaines espèces de chiens qui peuvent développer des maladies de Lyme. Euh, le risque avec son animal de compagnie, c'est qu'il peut ramener des tiques à la maison qui sont non fixées sur son pelage et qui pourraient, quand on l'attrape, passer sur nous. Par contre, une tique qui est fixée sur un animal ne va pas se détacher pour venir se piquer sur vous. Il y a un seul repas sanguin, elle tombe au sol. Je pense que là, c'est une question qui revient à la question précédente. Nos anticorps nous protégeront-ils? Je pense qu'une c'est une fois que nous l'avons eu pour les piqûres suivantes. Est-ce qu'une fois qu'on a été piqué, si on a des anticorps, est-ce qu'on sera protégé pour les prochaines piqûres, en fait? Alors, est-ce que c'est protection vis-à-vis de la tique non infectée? Oui, je suppose. Alors, en fait, ce qu'on observe, c'est que, notamment chez les forestiers, nous, on a fait une étude, un suivi sur un an, et on a beaucoup collaboré avec l'Office national des forêts. On remarque que les gens qui sont régulièrement piqués produisent des anticorps contre la salive de tique. Donc, en fait, ils développent une hypersensibilité à la salive de tique qui fait qu'en fait, ils vont sentir où est-ce qu'ils sont piqués. Et la tique peut pas se piquer. Donc ça, quelque part, oui, mais c'est pas chez tout le monde. Et chez les gens qui sont souvent peu piqués, vous allez avoir une tique qui passe souvent inaperçue parce qu'en fait, sa salive va anesthésier localement toute sensation de démangeaison au début. Donc, elle va pouvoir bien s'installer sans problème, ce qui explique que beaucoup de piqûres de tiques passent inaperçues. Ah, on revient sur les chiens. Quelles sont les espèces de chiens, en fait, euh, qui sont concernés par la maladie, du coup? Puisque vous avez dit que certains chiens allaient développer, d'autres non. Donc, du coup, voilà. Alors, je suis pas, je le dis globalement, je sais par exemple les beagles sont très sensibles à la maladie de Lyme. Je pense qu'il y a certaines races, mais ça, je suis pas vétérinaire. Mais pour collaborer avec les vétérinaires, je sais que c'est ce qu'ils disent. Pareil pour les chevaux qui sont aussi piqués par les tiques. Certains développent des maladies de Lyme, d'autres pas. Voilà. Bon, mais je pense que nous avons vu toutes les questions. Bon, Nous allons pouvoir nous séparer. voilà. Je vais vous mettre en lien le questionnaire oh là, je suis sortie de mon ordinateur. Le questionnaire de satisfaction, si vous voulez bien le compléter. On vous l'enverra de toute façon par mail avec le replay. Mais si vous pouvez nous le compléter de suite, ce serait bien aussi. Voilà. Et sinon, ben, écoutez, on va pouvoir. Je ne vais pas arriver à me connecter. J'ai été éjectée parce que je veux faire vite. Évidemment, ça ne va pas fonctionner. Alors, si c'est bon, j'arrive à le prendre. Ah, bon, je suis désolée, je suis obligée de me connecter. Donc voilà le lien avec le questionnaire de satisfaction. Si vous voulez bien nous, nous le compléter, ça dure que une minute, hein. C'est vraiment un petit questionnaire pour votre mutuelle Unéo, pour qu'il puisse peut-être avoir la possibilité d'avoir d'autres thématiques à vous proposer suite à ce questionnaire. Donc, merci d'y répondre. Mais de toute façon, comme je vous dis, on vous l'enverra avec le lien du replay à toutes les personnes qui étaient présentes. Du coup, vous aurez la possibilité de revoir le replay. Vous aurez du coup le questionnaire de satisfaction à compléter donc, pour votre mutuelle. Et puis voilà, puis je pense que c'est bon. Je vous remercie à tous et puis vous souhaite une belle après-midi ensoleillée, puisque je crois qu'il nous faut en profiter. Ce week-end va s'assombrir et nous allons risquons d'être un peu mouillés.
Voilà, ben écoutez, bon week-end à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.